Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Si l'ouragan Tammy est aujourd'hui loin de nos côtes, il est toutefois important de faire un bilan sur son passage en Guadeloupe en termes de dégâts matériels et surtout d'identifier la responsabilité des décideurs sur le plan des mesures préventives et correctives. Avec moi en plateau, 4 invités. Tout d'abord, honneur aux dames, Sylvie Gustave Diduflo, qui est présidente de l'Office français de la biodiversité, mais elle est aussi en charge de la gestion de la GEMAPI pour la région Guadeloupe. À ses côtés, nous avons Jocelyn Sapoti, qui est président de l'Association des maires de Guadeloupe. Et puis, de l'autre côté du plateau, nous avons Jean-Louis Francisque, qui est le maire de Trois-Rivières, et pas que, mais en tout cas aujourd'hui en tant que maire de Trois-Rivières. Et puis, Thierry Abelli, qui est le président de la communauté d'agglo Grand Sud Caraïbes. Merci, madame, merci, messieurs, d'être sur ce plateau. Nous parlerons d'un sujet, je ne dirais pas qui a passionné tous les Guadeloupéens, mais qui a mobilisé tous les Guadeloupéens. Et beaucoup de questions se sont posées concernant cet ouragan Tammy, déjà passe ou ne passe pas, mais en fait sur ce qui a suivi, c'est-à-dire les cours d'eau qui sont sortis de leur lit, toute l'eau qui s'est déversée sur la Guadeloupe, donc beaucoup de questions aujourd'hui. Tout d'abord, un petit tour de plateau. Avec vous, Sylvie Gustave Diduflo, tout d'abord, vous êtes baïfienne. Alors, rapidement, un petit constat sur Baïf. Effectivement, sur Baïf, nous avons eu des inondations extrêmement conséquentes qui est due au pont de la rivière de Baïf et évidemment la rivière de Baïf qui est sortie de son lit. Et en fait, si vous regardez la configuration de la route nationale, on voit bien par rapport aux cartographies très anciennes, des années 1900, 1920, en fait, la rivière reprend son lit qui passe sur la route nationale. Et donc, je salue ici la population baïfienne et particulièrement les personnes qui ont été sinistrées, les commerçants. Et c'est vrai que sur Baïf, il va falloir qu'on se penche sérieusement sur ces inondations qui aujourd'hui deviennent récurrentes sur le pont de Baïf, mais pas que. Avec cette tempête Tammy, on a vu également des ravines déborder. On a vu des murs de soutènement s'effondrer. Et donc, je pense qu'il va falloir très vite repenser repenser l'aménagement d'une commune, et en plus d'une commune en bordure de littoral. Est-ce qu'on peut dire que vous n'aviez pas anticipé les choses, parce qu'on parle de ravines qui débordent, etc., depuis quand même pas mal d'années? Oui, alors, je crois que la grande problématique quand même, c'est que nous avions des phénomènes, je dirais, cycloniques ou des tempêtes tropicales. C'était quelque chose qui revenait un petit peu de manière récurrente, tous les 10 ans, tous les 15 ans. Avec l'accélération de l'impact du changement climatique, on nous avait annoncé une année très calme pour l'année 2023. Et en fait, on s'est rendu compte, en tout cas, j'ai suivi beaucoup de météorologues sur les réseaux sociaux. Eh bien, l'année 2023 est une année exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que jamais on n'avait atteint des températures records au niveau de l'océan. Nous sommes au mois d'octobre et nous sommes à 32 degrés de température à la surface de l'océan. C'est comme si nous avions une canicule marine.
Alors quand on a chaud, quand on a, je dirais, autour de 40 degrés dans l'atmosphère, on le ressent, on transpire, on a des alertes canicules, etc. Aujourd'hui, vous avez dans l'océan une marmite qui bout, qui a des impacts incroyables sur les récifs coralliens. On en reparlera peut-être sur une autre émission, mais qui a un impact sur, je veux dire, la chaleur que nous ressentons. Vous tous, nous tous les Guadeloupéens, nous avons ressenti ces effets de chaleur. Nous avions des températures à 4 heures, à 5 heures du matin. Je me réveille, je suis sur les hauteurs de Baïf, il fait frais. Et bien là, nous avions du 29 degrés. Et ensuite, dans l'après-midi, ça montait autour de 40 degrés. Donc, on a un impact qui fait que on a une année cyclonique assez extraordinaire. Et bien que la tempête Tami... Lorsque vous dites extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, extraordinaire en termes de phénomènes climatiques. Et sincèrement, nous avons eu une chance exceptionnelle pour qu'on n'ait que cette tempête qui nous ait percuté. Tout le long, c'est-à-dire dès le mois de juin, on a vu passer des cyclones, mais des cyclones Là, de catégorie... c'est quand même un ouragan. Oui, mais c'est un ouragan de catégorie 1. Oui. Mais sur le bassin atlantique, on a vu des ouragans de catégorie 5. On a vu un ouragan, le record en termes de montée en puissance, c'était l'ouragan Maria, qui avait mis 24 heures pour passer de catégorie 1 à catégorie 5. Nous avons eu un ouragan qui ne nous est pas passé dessus, qui est passé plus au nord et qui est allé percuter les États-Unis et le Canada. En 9 heures, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est passé de catégorie 1 à catégorie 5. En 9 heures, c'était du jamais vu. C'est pour vous dire, cette force énergétique que donne l'océan à ces phénomènes-là, nous devons en prendre compte et nous devons revoir toute notre prévision météorologique. On se dit, quand un cyclone arrive, on a le temps de se préparer, etc. Et bien, quand vous avez un cyclone qui passe en 9 heures de catégorie 1 à catégorie 5, eh bien, vous voyez un petit peu les enjeux auxquels nous devons faire face et les enjeux auxquels nous devons préparer notre population à faire face. Merci. Jocelyn Sapoti, alors on peut dire que votre commune a plus ou moins été épargnée ou pas? Permettez déjà d'adresser effectivement mon soutien aux familles, aux personnes qui ont été touchées, particulièrement sur l'île de la Désirade, où Oui. j'ai des amis, où le maire est un ami, et je sais que ça a été difficile pour lui, mais aussi la commune de Vieux-Fort, la commune de Trois-Rivières, la commune de Vieux-Habitants, toutes les communes de Baïf, partout, les gens étaient très fortement touchés. Permettez-moi de leur adresser ici notre soutien. Oui, à la matin, on a eu de la chance. Le seul gros problème qu'on a eu quand même, c'est que nous sommes restés 2 jours, 1 jour et demi sans eau. Et je vais le dire pourquoi, parce qu'en fait, on a un ouvrage qui, ça fait 2 fois, qui est abîmé par la crue de la grande rivière de Goyave. Tout simplement parce que cet ouvrage, qui est plus vieux que moi, qui existe depuis des années, est installé pas très loin de la rivière de Goyave, mais même quand la rivière était en crue, la rivière ne passait jamais là. Et là, ça fait 2 fois que la rivière passe, et à chaque fois que la rivière passe, effectivement, produit des dégâts sur un ouvrage qui n'a rien à voir, bien sûr, c'est pas l'ouvrage où on capte l'eau, mais qui est à proximité de la rivière. Et maintenant, la rivière passe là. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, les choses changent, et pas forcément en bien, puisque aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est quand même un phénomène inquiétant. Sylvie Gustave vient d'expliquer comment ces phénomènes sont de plus en plus puissants et comment ces phénomènes sont de plus en plus nombreux. Nous sommes sur la trajectoire des cyclones et des ouragans. Et nous avons une problématique particulière, c'est que nous nous sommes préparés pour affronter même les vents assez puissants. Mais l'eau, personne n'est préparé par rapport à cela. On ne maîtrise pas le volume d'eau, on ne maîtrise pas l'hydrographie, puisque entre-temps, on a beaucoup construit. Entre-temps, on a beaucoup artificialisé les sols. Il y a des arbres qui ont disparu. Il y a des champs qui ont disparu. Ce qui fait que la terre absorbe moins et les débits sont plus rapides. Les rivières changent de lit ou encore prennent des lits anciens qu'on avait oubliés.
Et ça produit des catastrophes, puisque en fait, les rivières passent là où sont maintenant des maisons. Vous dites phénomène inquiétant, et je serais tentée de dire inquiétant pour qui? Le réchauffement climatique, lorsqu'on voit les politiques publiques mises en place, lorsqu'on voit comment, la gestion même des choses, je ne parle pas forcément des élus, je dis de manière globale, ne serait-ce que par les comportements des individus, on se demande vraiment qui s'inquiète du réchauffement climatique. Le problème, c'est que je ne dirais pas qu'il est trop tard. Il est temps peut-être de freiner les choses, mais il est trop tard pour empêcher ce qui arrive là maintenant. Parce qu'on a atteint des limites. On a atteint des limites. Ce qui arrive maintenant, c'est-à-dire? Ce qui arrive maintenant, c'est la résultante du comportement à la fois de tout le monde depuis des années et des années. Et aujourd'hui, il faut revoir nos comportements. Il faut revoir nos comportements pour freiner les choses, pour transformer les choses dans le temps. Mais ça va être de longue haleine. Et il va falloir s'adapter à ce qui se produit actuellement, qu'on ne pourra pas freiner, arrêter du jour au lendemain. Et il faut que les gens le comprennent. C'est une autre culture. Quand on dit qu'on ne pourra pas freiner du jour au lendemain, est-ce que c'est... quand on dit ça, est-ce que ça veut dire qu'on a quand même le temps? Est-ce qu'on peut dire que, bon, c'est une fatalité, on essaye de voir comment ça peut aller? Ou est-ce qu'il faudrait dire, il faut qu'on arrête? Il faut dire stop. Est-ce qu'il ne faut pas justement marquer les choses? Il faut changer de comportement, mais même si on arrête là aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, le réchauffement climatique ne va pas s'arrêter tout de suite. Il faut bien comprendre ça. C'est du long terme. C'est du long terme. C'est la résultante de nombreuses années, effectivement, où on a trop produit, où on a... Oui, mais lorsqu'on voit, et ça c'est un autre débat, des gouvernements qui préfèrent, selon les injonctions de l'Europe et autres, lorsqu'on voit certains pays qui préfèrent payer une amende plutôt que justement se mettre dans le sillage des bons comportements, de bons comportements, on peut s'interroger, les grands pays industrialisés, comment ça fonctionne. Vous êtes dans le cœur du débat. Mais le problème aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Le problème aujourd'hui, c'est effectivement de plus en plus d'ouragans, des ouragans de plus en plus puissants et les conséquences que nous avons. Merci Jocelyn Sapoti. Thierry Abelli. Alors, chez vous, qu'est-ce que Tami a laissé comme trace? Alors déjà, je voudrais saluer vos téléspectateurs et puis avoir une pensée pour les victimes, en tout cas les foyers qui ont été touchés par cet ouragan. Aussi bien les 11 communes du Grand Sud Caraïbe que l'Est de la Grande-Terre, en particulier la Désirade. Évidemment, en Bouillante, on a été moins impacté que d'autres, moins impacté que par le passé, parce qu'un certain nombre de choses ont été réalisées. Je remercie d'ailleurs la région Guadeloupe sur la rivière Bourseau, qui a réalisé des enrochements et donc qui ont permis, en tout cas, cette zone qui était une zone extrêmement risquée en cas d'inondation, de faciliter l'écoulement des eaux et qui a permis que, en tout cas, très peu d'habitations ont été touchées. Il reste encore un petit peu à faire, mais je suis en train de discuter avec les services de l'État, l'ADL en particulier, pour nous permettre les autorisations, pour permettre de finaliser ces travaux. Donc, globalement, sur les zones à risque sur Bouillante, en tout cas les zones habituellement qui étaient très impactées par les inondations, on a eu beaucoup moins de dégâts. Il subsiste malgré tout quelques situations graves, puisqu'on a quand même quelques ravines qui sont sorties de leur lit. Je voudrais dire, en tout cas, aux populations qui sont touchées, c'est que des élus guadeloupéens, nous avons déjà demandé une déclaration de catastrophe naturelle pour permettre la prise en charge des dégâts par les assurances. Ça, c'est une première chose. Et puis pour celles et ceux qui ne sont pas assurés, bien évidemment, en tout cas, on sollicitera l'État pour que les accompagnements habituels, au travers des dispositifs qui existent, pour qu'on puisse les accompagner en complément de ce que pourront faire les CCAS. Est-ce qu'il ne faut pas un peu pousser les gens à justement prendre une assurance habitation pour que ces personnes puissent quand même être suffisamment indemnisées? Évidemment, l'idéal serait que tout chacun puisse être assuré, mais ce n'est pas toujours évident. Je rappelle quand même qu'en 2007, l'État a mis en place ce qu'on appelle les PPR, les plans de prévention de risque, qui dans certaines situations qui perdurent encore aujourd'hui, où les gens ne peuvent pas être assurés.
parce qu'ils sont dans des zones qui sont déclarées risquées. Et par conséquent, les primes d'assurance qu'on leur demande, quand on tombe des assurances qui sont prêtes à les assurer, sont très largement en dessous de leurs moyens. Pour certaines populations aussi, c'est compliqué aussi, parce que je rappelle quand même que nous sommes sur des territoires où la situation sociale reste fragile. Les gens qui bénéficient, en tout cas qui vivent de minima sociaux, et qui, évidemment, une dépense aussi minime soit-elle, de l'ordre de centaines d'euros pour assurer une maison, ben c'est quand même quelque chose qui parfois est insurmontable, et donc les gens font parfois le choix de dire c'est pas une dépense obligatoire, et font d'autres choix. Et cette réalité-là, il faut qu'on vive avec, même si on souhaiterait que tout un chacun soit assuré, c'est une réalité avec laquelle on vit, et on doit pouvoir apporter des solutions, en tout cas faire jouer la solidarité nationale guadeloupéenne et au niveau du territoire communal pour permettre, en tout cas pour accompagner les personnes qui se trouvent en situation difficile suite au passage de Fiona. Alors j'allais dire... Fiona ou Tammy Tammy, pardon. J'allais dire maintenant, cette récurrence d'événements de ce type-là, en tout cas, en ce qui me concerne, a confirmé le fait qu'aujourd'hui, en dehors des autres enjeux que nous avons déjà identifiés, la problématique de l'eau, la problématique du transport, la problématique de l'emploi, il faut que... L'élimination des déchets. L'élimination des déchets. Il faut que, en tout cas, l'exercice de la compétence GEMAPI, donc les travaux qui doivent être faits dans certains cours d'eau, deviennent un enjeu majeur sur ce territoire-là, parce que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, les cyclones, les ouragans, les pluies torrentielles, ça risque pas de s'arrêter dans les années à venir. Nous parlerons tout à l'heure de la GEMAPI et dire aux gens ce que c'est. Et justement, pourquoi est-ce que ça pourrait être une solution, jusqu'où ça peut aller, votre implication à vous en tant que président, on va dire, du Grand Sud Caraïbe, quelle est la ligne qui a été mise en place, et puis nous approfondirons quelque peu, puisque pour certains, vraiment la solution passe par justement la GEMAPI, et nous verrons si c'est réel. Jean-Louis Francisque. Oui. Chez vous, on Ben, sait qu'il y a eu des dégâts. Oui, comme son nom l'indique, Trois-Rivières, donc il y a déjà Trois-Rivières. Donc c'est vrai que nous avons un petit cours d'eau qui passe au cœur du bourg de Trois-Rivières. Toutefois, ce cours d'eau traverse la départementale pour ensuite traverser une cité, une résidence qui avait été accordée par le passé. Et quand le président Sapoti quand il a voulu parler de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le fait d'aujourd'hui, c'est le fait de décisions ou de comportements du passé et qui s'expriment aujourd'hui. Quelles sont ces décisions et ces comportements, qu'on puisse bien comprendre quoi vous parlez? Non, mais tout à l'heure déjà, de point de vue général, quand il parlait, on a parlé de réchauffement climatique. C'est vrai que les conséquences d'aujourd'hui sont des comportements d'une dizaine, d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années. Donc, au niveau des États, donc il n'y a pas eu une totale conscience qui avait été prise par le passé. Et par conséquent, toutes ces dérives produisent ces effets aujourd'hui. Donc, même si aujourd'hui nous changeons de comportement, ce sera pour 10, 15, 20 ans, 30 ans, mais toujours est-il, force est de constater que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'était véritablement... C'est de notre faute. De notre faute, oui, dans la mesure où quand vous allez chez le médecin, il vous dit si vous ne changez pas votre manière de vous alimenter, dans 10 ans, vous risquez d'avoir telle ou telle maladie. Et c'est vrai que cela peut se révéler. S'agissant de Trois-Rivières, donc je reviens, donc je disais que ce cours d'eau qui traverse le bourg fait que quand il arrive au niveau de la départementale pour traverser la cité du bourg, ça fait que il y a un étranglement. Et quand les eaux descendent chargées de boue, chargées d'autres détritus, donc vous voyez, donc ça fait que l'eau n'arrive plus à passer, il y a un volume important et indirectement le bourg de Trois-Rivières se retrouve à être inondé et avec une conséquence aussi en aval au niveau de bord de mer
parce que c'est le même cours d'eau qui descend, et donc ce qui fait que bord de mer aussi, des commerçants et des familles se retrouvent à chaque fois à être impactés. Donc Des familles qui vivent tout près des cours d'eau, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné des positions qui avaient été prises par rapport aux différentes autorisations. Là, je parle au cœur du bout. Et que ces décisions qui ont été prises aujourd'hui, nous devons pouvoir porter une réponse pérenne, c'est-à-dire pouvoir lancer une étude, elle est en cours, hein, cette étude hydraulique, pour nous permettre de bien cerner la problématique, parce que là aussi, il y a plusieurs experts, chacun il va en fonction de sa maîtrise du sujet ou pas. Mais nous allons pouvoir, donc ce matin, nous avons eu une visite du président du département, le premier vice-président Jean-Philippe Courtois était chez nous avec ses équipes, et nous allons pouvoir nous accorder sur ces études hydrauliques, et pour que les experts ensuite proposent une organisation sécurisée, c'est-à-dire prendre des décisions. Ce n'est pas la première fois que les experts passent. Oui, ben, comme on vous le dit, la preuve, tout ce qui a été réalisé a pu l'être grâce à un moment donné certaines personnes qui se sont positionnées en tant qu'experts. Force est de constater que les résultats ne sont pas intéressants. Et même chez nous, je vois qu'il arrive que certains qui étaient anciens maires ou qui continuent à nous critiquer, mais ce sont eux-mêmes qui ont pris cette décision, et ces décisions mauvaises qui mettent toute la ville de Trois-Rivières en souffrance à chaque fois qu'il y a des montées des eaux. Nous sommes là pour rectifier. Nous avons été élus par le peuple pour pouvoir prendre des décisions. Nous allons prendre des décisions responsables et pour porter ces réponses à la population. Voilà, maintenant au cœur des débats entre élus, on parle de la GEMAPI. C'est quoi la GEMAPI? Vous pouvez vous compléter, vous pouvez y aller. Derrière ce sigle, je dirais très sympathique au demeurant, c'est la gestion des eaux, des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Et en fait, c'est une compétence qu'avait l'État et qui ensuite a été transférée aux communautés d'agglomération. En quelle année? En 2017 ou 2018. 2018. Et donc, en fait, cette GEMAPI, comme cela l'indique, et en fait, derrière cette compétence GEMAPI, alors comment ça se passe? Une fois que la compétence est transférée, il appartient aux agglomérations de faire un diagnostic territorial. En fait, d'identifier ce qu'on appelle les ouvrages GEMAPiens, c'est-à-dire tout ce qui va relever de la prévention des inondations, que ces inondations viennent du fait de débordements de rivières, que ces inondations, ça peut être aussi le fait de houles de submersion marine, etc. Donc, il appartient de faire un diagnostic territorial sur l'ensemble du périmètre de l'agglomération. Ensuite, une fois ce diagnostic fait, eh bien, l'agglomération peut émarger sur ce qu'on appelle les fonds Barnier, qui va leur permettre, en fait, de financer ces ouvrages GEMAPiens pour pouvoir prévenir les inondations. Alors, ces ouvrages GEMAPiens, ça peut être des endiguements de rivières, ça peut être un pont qu'il faut conforter, surélever, ça peut être des digues par rapport à la houle de submersion. C'est tout cela qu'on appelle des ouvrages GEMAPiens. Et donc, il y a un vrai travail, en fait, qui est fait avec les services de l'État pour identifier et pour lever ce qu'on appelle un PAPI, c'est-à-dire un plan d'action de prévention des inondations. Donc, PAPI inondation. PAPI inondation. Un autre PAPI. Parce qu'il y a différents PAPI. Oui. Et une fois que ce PAPI est identifié, le diagnostic est fait, et bien ensuite, tout cela va être labellisé. Tout d'abord, ça va passer au comité de l'eau de la biodiversité que je préside, et on va étudier le dossier, et ensuite, c'est labellisé, donc ensuite financé par les fonds Barnier, et ça peut être aussi complété par les fonds FEDER pour pouvoir faire en sorte que ces ouvrages puissent être réparés, rénovés ou créés si ces ouvrages n'existent pas. Alors, c'est lourd,
c'est une démarche administrative qui est lourde, il faut le dire, hein. Lever un papy, il faut compter 2 à 3 ans. Il faut de l'ingénierie, il faut accompagner les agglomérations à mettre en place de l'ingénierie pour d'abord faire le diagnostic territorial, ensuite pour mettre en place le papy. Et derrière aussi, il faut de l'ingénierie financière parce que les agglomérations n'ont pas toujours les moyens pour pouvoir structurer ces ouvrages. Et là, en fait, je parle en plusieurs millions d'euros. Ainsi, Cap Excellence a levé son papy que nous avons labellisé au mois de juillet de cette année 2023. Et en fait, ça se chiffre en plusieurs, de mémoire, plus d'une vingtaine de millions d'euros. Par exemple, pour les critères de Crous. Suite à des inondations aux abîmes, on se rappelle, Exactement. avec plusieurs décès. Avec des morts, etc. Et tout cela. Et c'est vrai que Cap Excellence a pris une longueur d'avance en faisant le diagnostic et en levant son papy. Alors, il y a aussi le programme national Ponts et Travaux, Oui. 2023-2025, Oui. où l'État vient aussi compléter, etc. Mais nous n'aurons pas le temps Alors, de parler de tout cela, mais on peut dire là aussi, c'est un autre dispositif mis en place c'est par un l'État. dispositif complémentaire Oui. à ce qu'on peut mettre. Alors actuellement, dans les tuyaux, puisque je représente la Guadeloupe sur le Comité national des inondations, nous sommes en train de travailler sur le PAPI 3. Et en fait, je suis le pilote pour l'ensemble des territoires ultramarins. Et en fait, je suis en train de travailler avec l'IDEAL, les offices de l'eau, les comités de l'eau de la biodiversité, pour aller pointer du doigt les spécificités ultramarines et pour surtout que ces spécificités soient financées dans le prochain fonds Barnier. Oui. Merci. Donc, je reviendrai avec vous d'ici quelques instants avec vous, Thierry Abelli, sur la GEMAPI, puisqu'on a vu 2018. Ça fait maintenant 2023, ça fait 5 ans. Qu'est-ce qui a été fait et quels sont les freins, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Voilà, nous revenons avec nos invités. Thierry Abelli, donc la GEMAPI, Sylvie Gustave Diduflo nous expliquait un petit peu ce que c'était. La GEMAPI. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, ça fait 5 ans qu'on parle de GEMAPI, on se rend compte qu'il y a des inondations à droite à gauche. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Et est-ce que c'est aussi simple que ça de dire que bon, la GEMAPI, le PAPI, et puis après on y va et c'est bon, tout est bon? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est pas si simple que cela, hein. Je voudrais juste rappeler que le principe du transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales, c'est un principe qui s'accompagne, c'est-à-dire d'un diagnostic au préalable. On doit savoir qu'est-ce qu'on transfère aux collectivités. Et en tout cas pour le Grand Sud Caraïbes, même si je n'étais pas en responsabilité à cette époque, puisque c'était en 2018, le positionnement de mes prédécesseurs, ça a été de dire, oui, bon, on nous transfère une compétence sans nous dire quelle est l'évaluation des besoins. Je rappelle que le Sud Basse-Terre fait partie des territoires de la Guadeloupe où on a le plus de cours d'eau. À l'exception, j'allais dire, de Saint-Claude, c'est le territoire où toutes les communes ont une façade maritime et donc concernées par la houle cyclonique. Et donc c'est pour ça que nos prédécesseurs à un certain moment s'étaient dit on n'aura pas les moyens d'assumer cette compétence, et c'est une réalité. Parce que les besoins pour satisfaire, j'allais dire, les besoins de protection, de prévention contre les inondations, qu'elles soient d'origine des cours d'eau ou de la mer, on les estime à près de 60 millions d'euros pour le Sud Caraïbes. Donc, je veux dire, on n'a pas les moyens. Même si le législateur a mis en place une redevance, une taxe, je veux dire, cette taxe-là d'ailleurs qui sera prélevée sur les ménages à partir de 2024 ne représente que 2 millions d'euros sur les 60 millions. Et je parle rien qu'un investissement, et que derrière, il y a du fonctionnement de l'entretien courant à faire. Alors, j'allais y arriver. En tout cas, pour le Grand Sud Caraïbes, on n'a absolument pas les moyens financiers pour assumer cette compétence. Donc, cette taxe n'est pas encore mise en place. Non, elle n'est pas encore mise en place. Elle sera mise en place à partir de 2024. Mais pour autant, je veux dire, la loi étant ce qu'elle est, on a fait le choix d'être au sein de la République française, donc il faut qu'on respecte les lois. Et donc, en ce qui me concerne, notre gouvernance avec mes vice-présidents et mes élus, nous avons fait le choix de nous approprier cette compétence. Et on a commencé il y a à peu près quelques semaines le diagnostic territorial qu'évoquait Sylvie Gustave Diduflo, de manière à avoir une vision globale sur l'ensemble du territoire. Alors, vous avez entendu Sylvie Gustave Diduflo parler des délais pour la mise en place, j'allais dire, de ce diagnostic, pour avoir les conclusions de ce diagnostic. C'est 2
Dans le meilleur des cas, manière optimale, c'est 3 années. Mais au-delà de ce travail-là, j'allais dire, il y a des réponses qu'on doit pouvoir apporter à la population. On ne peut pas chaque année subir des dégâts aussi importants. Moi, cet après-midi, je suis passé au niveau de la rivière, la grande rivière à Vieux Habitants, la rivière de Baïf. Mon collègue de Trois-Rivières a subi depuis 2 ans des inondations, Capesterre, enfin, toutes les communes du Grand Sud Caraïbes subissent. Il y a au moins un cours d'eau qui pose problème. Et donc, il faut que, de manière immédiate, on arrive à apporter des solutions à ces problématiques-là. Mais le diagnostic est posé déjà. Non, le diagnostic, il se fait de manière globale sur l'ensemble du territoire. C'est de dire que de Bouillante à Capesterre, en passant par Terre de Haut et Terre de Bas, on regarde qu'est-ce qui est susceptible de créer des inondations. On a parlé d'inondations des rivières, mais il y a aussi la façade maritime, puisqu'on peut avoir des inondations provoquées par la houle cyclonique. Et donc ce diagnostic, c'est une photographie détaillée, j'allais dire, de l'ensemble des événements qui peuvent, ou des ouvrages qui peuvent susciter une inondation. Donc c'est quelque chose de relativement complexe et global. Mais au-delà de ça et en dehors de ça, il faut qu'on apporte des solutions de manière pragmatique aux populations, Bouillante, Vieux Habitants, Baïf, Basse-Terre aussi, puisqu'on a des cours d'eau qui débordent à chaque fois. On a la rivière des Pères, qui est quand même relativement problématique. On a Vieux-Fort, qui est problématique. On a Gourbert, qui est problématique. Enfin, sur tout le Grand Sud Caraïbe, on a des situations problématiques. Donc, il faut qu'on apporte des solutions de manière rapide. Et donc, c'est la raison pour laquelle, donc, indépendamment du diagnostic territorial qui est en cours, en tout cas, depuis le passage de Tami, on a pris la décision de lancer des études de manière ponctuelle pour apporter des solutions à ces différents cours d'eau, de manière à ce que dans les années à venir, qu'on soit en capacité de réduire l'impact de ces phénomènes cycloniques sur le territoire, sur les habitations, sur les vies humaines et l'activité économique. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour vraiment avancer de manière assez rapide sur ce dossier-là? D'abord, les moyens financiers. Ça, c'est la première. Mais l'État chose. dit je suis là. Quand on voit ce qui est mis en place, quand on entend ce que Sylvie Gustave Duflot dit, l'État, on a l'impression que l'État quand même est là pour accompagner, pour mettre les fonds qu'il faut. Non. Alors, je dis de manière pragmatique ce qui manque, indépendamment du discours de l'État, que je ne remets pas en question. Les moyens financiers qui nous manquent, l'ingénierie qui nous manque, parce que les collectivités, alors c'est une compétence qu'on vient d'acquérir, 2018, même si ça fait 5 ans, c'est pas une compétence, enfin je veux dire, c'est pas depuis de très nombreuses années, donc il faut avoir des personnels pour pouvoir faire ça. Ensuite, après, il va falloir lancer les marchés, évidemment, et derrière, il y a l'instruction, j'allais dire, de ces dossiers-là au niveau des services de l'État, parce qu'effectivement, les cours d'eau, même si on a la compétence pour pouvoir en assurer l'entretien, et j'allais la protection, la préservation, la prévention des inondations, je veux dire, on a quand même soumis à la loi sur l'eau qui est relativement complexe et qui ne vous autorise pas à faire n'importe quoi. Et donc, ça prend un certain nombre de temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça prend du temps et c'est pas toujours évident. Et ensuite, Jocelyn Sapoti. Alors, c'est vrai que Thierry Abili l'a dit, nous sommes dans le cadre de notre République française, donc organisée avec aussi ses lourdeurs administratives. Donc, le temps de l'administrer, malheureusement, n'est pas celui de l'administration. C'est-à-dire que vous voyez, avant de pouvoir entreprendre des travaux, nous devons faire toutes ces études s'agissant de l'état des lieux, même si, par moment, chaque territoire peut se dire connaître la situation, mais nous avons besoin quand même d'études. Ces études prennent le temps qu'il faut. Mais est-ce qu'on a le temps d'attendre le temps administratif? C'est la raison pour laquelle le président Abeli a bien insisté sur le fait qu'il y a cette phase d'études faites dans le cadre de cette opération. Mais il y a aussi des réponses apportées à la population, des réponses à court terme. Et donc ces réponses à court terme nous permettent effectivement de ne pas attendre trop longtemps, de porter déjà ces premières réponses à notre population, mais en matière de pérennisation, nous sommes dans l'obligation, tout à l'heure quand on a parlé de la GEMAPI, de pouvoir effectuer en amont les études nécessaires avant de se lancer dans les travaux les plus lourds. Voilà. Alors la GEMAPI avec cette
taxe, et je sais Sapoti, je vous passe la parole, une taxe prévue pour 2024 pour Cap Excellence, c'est chose faite. Alors avec un plafond de 40 euros par habitant. par habitant. Pour l'instant, on est à peu près à 7 euros et des poussières, hein, je crois. Mais un montant, vous dites qu'il ne sera pas suffisant. Alors adossé à la taxe foncière, c'est ça? Oui. Donc un montant où Oui, 40 si euros, si ça se fait, où la population sera encore plus véative et en demandant des résultats. Donc aujourd'hui, il faudrait bien dire à cette population ce qu'on peut faire tout de suite, ce qu'on ne peut pas faire et dans combien de temps on va arriver à avoir une solution pérenne par rapport à ce problème d'inondation, puisque vous l'avez dit vous-même, avec le réchauffement climatique, on doit s'attendre à des choses qu'on n'a jamais vues. Jocelyn Sapoti. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que nous sommes en train de dire là. Vous devez voir la place de quelqu'un là aujourd'hui, là, sa maison est inondée, vous lui dites qu'on peut faire des études, etc. Là, nous parlons bien sûr en technicien, en personne qui... La politique, c'est ça, hein, c'est de préparer l'avenir. Donc nous préparons l'avenir. Et comme l'a dit effectivement mes prédécesseurs, il y a quelque chose à faire qui est préparer l'avenir et il y a à agir maintenant de manière pragmatique par rapport aux besoins. Donc la première chose qui a été faite par exemple sur le Nord-Bas-Terre, c'est que pendant le temps où nous avons lancé effectivement une étude à long terme sur l'hydrographie, sur les grands travaux à réaliser, on a essayé de mettre en chantier assez rapidement des programmes qui étaient déjà prévus par les municipalités, de manière assez pragmatique dans la démarche, puisque chaque maire avait déjà un certain nombre de programmes prévus, de curage, etc., d'enrochement. Alors vous êtes souvent mis à mal, vous les maires, concernant les curages. Hein. Et à chaque fois, à chaque inondation, on l'entend. Parce que c'est mal compris. Vous pensez qu'un maire peut prendre une pelleteuse et aller curer une rivière? Il est convoqué tout de suite par la police de l'eau. Mais il faut dire les choses. Hein. On peut le justifier. Hein. Avant le passage de Tamis, effectivement, le cours d'eau dont nous venons de parler à Trois-Rivières, nous avons fait l'objet d'un nettoyage bien renforcé, bien appuyé, et j'étais à 2 doigts de recevoir un procès-verbal sérieux. Une convocation, mais un procès-verbal sérieux de la part de l'ADA. Et c'est vrai qu'on ne peut pas couper un arbre comme on veut, on ne peut pas pénétrer une rivière comme on veut, on ne peut pas aller nettoyer une plage comme on veut, parce que nous n'avons pas ces autorisations nécessaires et suffisantes. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas ces autorisations? Parce qu'il y a la loi sur l'eau. Parce que d'un côté, vous avez effectivement... C'est même pas la compétence des maires. Déjà, les maires le font parce que nous sommes obligés de sécuriser notre population. Donc nous le faisons. C'est la compétence aujourd'hui des communautés d'agglo. Mais on voit effectivement pour les petits travaux, les maires le font. Moi je le fais, d'autres maires le font. Parce que c'est une question de sécurité. Mais vous avez la loi sur l'eau. La loi sur l'eau, vous devez normalement demander des autorisations. Il faut pour tout. Mais vous ne pouvez pas modifier le lit d'une rivière. Vous ne pouvez pas modifier le cours d'eau d'une rivière, même d'une ravine. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Donc c'est comme ça. Et en tant que maire, vous le faites, vous êtes convoqué par la police de l'eau. Et ça peut aller même assez loin. Aujourd'hui, il faut être téméraire, il faut prendre ses responsabilités, peu importe les risques. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances. C'est-à-dire la loi s'interprète aussi. Quand nous sommes en risque, c'est le cas. Bon, quand nous sommes en risque, que la vie des gens sont en danger. Donc, les vies sont en danger. Donc, nous allons intervenir, et puis sous le principe de la sécurité, et ça, c'est un autre principe. Vous devez sauver des vies, vous devez désenclaver, effectivement, des quartiers. Moi, Ravenshoe était enclavé. Vous pensez que j'allais demander l'autorisation pour attendre 3 mois d'autorisation pour désenclaver Ravenshoe, alors que j'ai un EHPAD sur Ravenshoe. Moi, depuis très tôt le matin, hier matin, j'ai désenclavé Ravenshoe. Donc, j'ai fait des interventions, effectivement, sur la rivière pour désenclaver Ravenshoe. Vous avez pris des risques. Mais j'ai pris un risque mesuré parce que c'était une question de sécurité, parce que j'ai un EHPAD. Et puis, ça après un événement climatique. Après, ça après un événement climatique. Mais je sors de cet événement-là. Je vais le faire, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je vois des administrés, des riverains qui passent, qui a dit, ça les autres pour te faire, hein? Souvent la batte tombée, ça batte rien fait. Mais ils ne pas ça, ils ne pas au courant. Si on t'avait fait avant, je t'ai convoqué moi devant la police. Alors, moi j'aimerais intervenir sur la loi sur l'eau.
C'est vrai que les maires, d'une manière générale, disent que toute action sur les cours d'eau, effectivement, il y a la loi sur l'eau. Mais en fait, la loi sur l'eau est là aussi pour préserver cette biodiversité qui est une rivière. Et on a eu des cas par le passé où on a retrouvé des cours d'eau qui étaient complètement artificialisés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Basse-Terre. Et là, quand vous artificialisez, c'est-à-dire que vous bétonnez un cours d'eau, vous ne freinez pas l'inondation. Au contraire, vous l'accélérez. Et donc, Qui est-ce qui a bétonné les cours d'eau? On a vu ça sur des endroits. on a vu ça à Mais certains qui a endroits. fait ça? Des anciens maires, je voudrais pas dire de nom, mais on a eu des cas où finalement, vous avez eu un cours d'eau qui était entièrement bétonné. Dans quelle commune? En ville, À Basse-Terre, d'accord. Au plein cœur de la ville, le cours d'eau qui passe, effectivement, Non, mais vous avez... Ceci dit, Et bétonné, on ne d'accord. remet pas en question la loi sur l'eau. À un moment donné, c'est sûr que par rapport aux attitudes de posture des êtres humains, il faut mettre un cadre juridique pour préserver la biodiversité parce qu'effectivement, derrière nous, il doit y avoir des gens. Moi, ce que j'ai toujours demandé, c'est un peu plus de souplesse. C'est de dire que, voilà, sur des situations qu'on connaît de manière récurrente, sans forcément faire d'études, c'est de pouvoir dire, OK, on autorise ou on facilite. Et j'en mets pour preuve par rapport à ce que disait Joussin Sapoti, le préfet, lorsqu'on faisait nos réunions de post-passage, enfin anté-passage de Tamis, je crois que c'était 24 heures avant le passage de l'événement, nous a simplement dit, écoutez, compte tenu de l'arrivée prochaine de Tamis, vous êtes autorisé à faire des travaux de sécurisation dans les cours d'eau. Ce discours-là, j'aurais aimé l'entendre en dehors. Parce qu'effectivement, il y a des situations où on sait bien que ça va être problématique. Donc, n'attendons pas le dernier moment pour nous autoriser à le faire, d'autant plus que, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oui, d'accord, c'est très bien, mais on n'a personne de disponible pour aller faire ces travaux-là. Mais d'être dans l'anticipation, et j'allais dire, trouver un équilibre pour que les choses se fassent en douceur et de manière programmée et ne pas être dans une situation d'urgence. Un accompagnement plus régulier. Voilà. Pour accompagner les maires sur ce qui peut être fait au niveau d'un cours d'eau, ou ce qui ne peut pas être fait. Et ça, je l'entends bien. Mais en tout état de cause, au vu de la situation du Sud Basse-Terre, et au vu du fait que, de toute façon, nous sommes sous le fait qu'on accélère l'impact du réchauffement climatique. Et Yves Lise, moi, ce que je tenais quand même à dire à la population ce soir, c'est que nous ne sommes pas en dehors du réchauffement climatique. Aujourd'hui, la Guadeloupe produit autant de gaz à effet de serre que Marseille ou Lyon, qui ont une population d'1 million d'habitants. Donc, on ne peut pas dire que c'est les autres et c'est pas nous, d'accord? Le constat est là. On produit autant de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, probablement sur le Sud Basse-Terre, il va falloir un plan Marshall pour pouvoir travailler rapidement et en profondeur sur ces cours d'eau. Parce que c'est vrai qu'on envisage toujours des endiguements, des enrochements, ce qui artificialise, mais il y a aussi ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature qui peuvent, en aménageant les berges, en allant vers un certain type de végétation, on peut aussi ralentir l'inondation qui peut arriver en bouchure de rivière. Donc c'est pour ça que je pense qu'après cette situation avec Tamis, il faudra probablement, je ne sais pas, peut-être que l'association des maires peut être aussi à l'initiative, mais il faudra un vrai parlement, que tout le monde se mette autour de la table et qu'on se dise, à 1 an, on voudrait que ça se passe, à 2 ans, à 3 ans, se fixer des objectifs. Une feuille de route. Et s'y tenir. Il y a le projet protégé Du parc national. Qui est intéressant. Bien sûr. C'est vrai qu'il faut... Ce sont des solutions fondées sur la nature. Voilà, il faut retrouver des solutions effectivement qui nous permettent de trouver un équilibre avec la nature. Puisqu'il faut dire les choses. Nous sommes allés vers... faire avec la nature. Il faut faire avec la nature, mais il faut retrouver les équilibres qui permettent effectivement à la nature de nous protéger. Donc c'est ça. Et à force d'artificialiser, il faut dire les choses. Nous avons trop artificialisé. Et aujourd'hui, les conséquences sont là.
C'est clair. Jean-Louis Francis. Non, c'est-à-dire que donc, je voulais intervenir tout à l'heure, mais s'agissant des autorisations, parce qu'effectivement pour Fiona, même au niveau du SMGAG, quand les agents ont dû intervenir au niveau de Baïf, ils étaient entrés dans la rivière pour préserver cette prise en rivière. La DEAL voilà, était à deux doigts là aussi, du moins a demandé d'interrompre l'intervention. Il a fallu qu'on puisse remplir des autorisations administratives pour autoriser à nouveau les agents à intervenir. Donc là, quelquefois, il y a le système, il y a la législation. C'est vrai que nous, maires, nous sommes là pour pouvoir appliquer la législation, mais comme l'a dit le président Sapoti, pour des questions de sécurité, pour des questions de préservation de nos populations, nous sommes, dans certaines situations, dans l'obligation d'intervenir sous le principe de cette sécurité de nos populations. Alors, nous faisons un tour de plateau. Rapidement, nous avons eu Fiona, citer que les derniers, nous avons eu aussi Philippe, et puis Camille. Alors aujourd'hui, que dites-vous à cette population guadeloupéenne? Quelles sont les actions urgentes à mener pour freiner ce que nous avons aujourd'hui, puisqu'on se rend compte qu'il y a vraiment danger pour cette population, notamment au niveau du Sud Basse-Terre. Alors, qu'avez-vous l'intention de faire? Vous êtes en responsabilité, vous êtes des maires, présidents d'agglo, responsables aussi au niveau de la GEMAPI. Alors, concrètement, dites à cette population ce que vous avez l'intention de faire, et ce, de manière urgente, au-delà de toute cette lenteur administrative dont vous avez parlé. Débute avec qui vous voulez. Déjà, il ne faut pas se focaliser sur le Sud Basse-Terre comme on le fait là, parce que bon, c'est pas parce qu'on a eu 3 épisodes sur le Sud Basse-Terre qu'après ce sera le Sud Basse-Terre. On n'en sait rien. Parce qu'on ne sait pas après, peut-être après ce sera le Nord Basse-Terre, peut-être qu'après ce sera la Grande Terre, on n'en sait rien. Ou ce sera tout le monde. Ou ce sera tout le monde, on n'en sait rien. Aujourd'hui, il faut avoir une culture du risque qui est une culture différente. Je pense que ces épisodes-là nous ont montré que quand il y a des phénomènes comme cela, on a appris à se préserver du vent, maintenant il faut apprendre à se préserver effectivement de la montée des eaux et des inondations. Et ça, on n'a peut-être pas cette culture-là parce qu'on n'était pas habitué à cela. Donc, et ça, c'est pas seulement la Guadeloupe, regardez même en France hexagonale, un peu partout dans le monde, il y a des surprises qui arrivent comme ça. Donc il faut peut-être qu'on puisse travailler sur cela. Comment se préparer à cela, peut-être mettre les meubles en hauteur, je ne sais pas, il faut voir avec des spécialistes, comment préparer la population à ça. Il y a sûrement un travail à faire par rapport à ça, de manière très pragmatique, ça c'est la première chose, puisque ça ne va pas attendre effectivement qu'on mette en place tous les programmes GEMAPI qui ont déjà commencé. Les programmes GEMAPI ont commencé partout, mais les programmes GEMAPI, comme on l'a dit, ça va prendre des années, donc on ne va pas attendre que ces programmes-là soient réalisés. Et puis, il y a autre chose, il faut changer nos comportements au quotidien. Et puis, nous, aménageurs, nous, en tant que maires, en tant que département, en tant que région, etc., nous devons prendre en compte aussi le fait qu'il faut moins s'artificialiser. C'est-à-dire, maintenant, il faut donner plus de place à la nature. Le principe, il y a un architecte qui disait, maintenant, il faut réparer la ville. Au lieu de construire d'autres villes, il faut réparer les villes qui existent déjà pour éviter d'artificialiser d'autres espaces. Remettre la nature en ville. Donc, il faut que nous puissions entrer dans cette logique-là. Puis mettre en place des politiques publiques adaptées. Oui, les déchets, l'élimination des déchets, il faudra y penser. Pendant que vous le dites, il faut que certaines personnes arrêtent de jeter effectivement des déchets dans les cours, des rivières, des canaux, etc. Parce que ça aussi, ça crée des inondations. Quand on jette des réfrigérateurs, quand on jette des pneus, des choses comme ça dans les cours d'eau, ça aussi, on trouve ça effectivement à l'entrée des ponts, etc. et qui bloque la circulation de l'eau et qui provoque effectivement des inondations. Donc il y a des comportements à changer et nous, aménageurs, oui,
Mais aussi, tout citoyen doit être un citoyen militant presque aujourd'hui par rapport à cette problématique de réchauffement effectivement climatique, donc et de ce changement de comportement. Donc effectivement, nous on peut être porteur de ça à l'association des maires et faire un travail avec la région, bien sûr, avec le département et avec les communautés d'agglomération sur ce changement effectivement de comportement qu'il faut avoir et sur cette nouvelle culture du risque qui est la montée des eaux qu'on n'a peut-être pas assez intégrée dans nos mentalités, de notre façon de faire. Merci Jocelyn Sapoti. Sylvie Gustave Duflo. Alors, effectivement, ce sont les présidents d'agglomération qui ont aujourd'hui la main sur la GEMAPI, sur leur périmètre. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, il faut probablement qu'on aille vers une feuille de route. Donc, si les choses ne se font pas, on regarde du côté des présidents d'agglo. C'est bien ce que vous avez dit. C'est eux qui ont la compétence, les pauvres. Ben, il faut aussi dire les choses. C'est que l'État a donné des ouvrages GEMAPiens qui n'étaient pas forcément non plus en bon état. Donc voilà. Donc, ce qui fait que il faut qu'on se fixe une feuille de route, tous, globalement, à l'échelon du territoire, ce qu'on peut faire en 6 mois, ce qu'on peut faire en 1 an, ce qu'on peut faire en 2 ans, ce qu'on peut faire en 3 ans. Et qui peut initier cela? Ben, l'association des maires peut très bien... si vous avez vraiment identifié les personnes, donc on sait où aller. L'association des maires, les services de l'État aussi, qui peuvent donner un coup d'accélérateur. Et puis nous, en tant qu'élus qui siégeons dans les comités au niveau national, eh bien justement, on est en train de travailler pour modifier, comme je l'ai indiqué, le PAPI 3, modifier le financement, faire que les financements répondent à nos spécificités, faire en sorte qu'on ait de l'argent pour pouvoir faire les travaux qui sont nécessaires. Parce qu'on sait bien qu'à l'échelon d'une commune... Donc demander à l'État de mettre la main à la poche. Ben, de toute façon, on simplifie, il y a déjà des fonds, il y a déjà le fonds Barnier, et il faut ouvrir en fait ce fonds Barnier à d'autres possibilités d'intervention. On parle de la GEMAPI, mais ça peut être aussi la houle de submersion, ça peut être un certain nombre de choses. Et la GEPU, la gestion des pluies urbaines, qui aujourd'hui est la compétence du SMGAG, mais le SMGAG a une compétence sans avoir les recettes derrière. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas de recettes, il y a plein de compétences sans recettes. Sans recettes. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, notre travail au niveau national, c'est de modifier, de faire en sorte que les grandes stratégies soient modifiées et qu'on mette de l'argent derrière des compétences. Merci à vous. Jean-Louis Francisque. Oui, donc je pense que tout a été dit sur le sujet. Donc aujourd'hui, nous avons des responsabilités en tant qu'élus. C'est vrai que nous assumons ces responsabilités, mais il faut savoir que pour pouvoir mettre en œuvre différents programmes, nous sommes dans l'obligation d'avoir ces accompagnements financiers nécessaires, suffisants. Une commune seule ne peut pas porter un projet. Même les communautés d'agglo, nous avons parlé de la communauté d'agglo du Grand Sud Caraïbe avec le président Abelli, donc où on connaît que c'est vrai que tout le monde le sait, ce n'est pas un scoop, nous n'avons pas ces moyens financiers pour pouvoir porter ces réponses. Sur qui pouvez-vous compter pour avoir ces moyens financiers? Est-ce qu'il y a une personne, est-ce qu'il y a un système, je ne sais pas, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avoir ces fonds? Alors, Sylvie Gustave Duflo l'a dit, il y a certes des dispositifs qui existent déjà, donc ceux-là, ils vont être utilisés au maximum, de manière à ce que la communauté puisse pouvoir disposer de fonds. Néanmoins, il manquera toujours une partie. Surtout, et que vous pouvez trouver où? Comment? C'est vrai que l'État doit pouvoir, au-delà de ces dispositifs, compte tenu de la situation... Si l'État ne peut pas, comment on peut faire? Si l'État ne peut pas, oui. Mais c'est à l'État de mettre. Vous comprenez que là, aujourd'hui, nous avons une communauté d'agglo qui a besoin de soutenir ces 11 communes. Elle ne dispose pas de la totalité de ses moyens financiers pour pouvoir le faire. Ces 11 communes sont dans le besoin. Le président a expliqué que tous nous sommes concernés par ce côté maritime, sauf une seule commune de Saint-Claude. Donc vous comprenez qu'il est important que cette communauté soit accompagnée. Mais Jocelyn Sapoti l'a aussi dit, ce n'est pas le sud Basse-Terre, c'est toute la Guadeloupe. C'est l'archipel de la Guadeloupe qui doit être accompagné. Parce qu'aujourd'hui, c'est Basse-Terre,
mais demain, ça pourrait être une autre partie. Et quelle que soit la partie de l'île, c'est la Guadeloupe. Donc, c'est la raison pour laquelle nous militons pour que la Guadeloupe, dans son ensemble... Les Guadeloupéens comptent sur vous de toute façon. Thierry Abedi, pour conclure. Écoutez, je crois qu'il faut une prise de conscience et une implication de chacun d'entre nous et de tous. La population d'abord, parce que je considère qu'elle doit prendre conscience qu'on ne peut plus construire n'importe où. Il y a des règles du urbanisme, il y a le plan de prévention des risques qui définissent des zones à risque, des zones inondables. Il faut que les populations comprennent que ce n'est pas pour rien et donc de les respecter. Il faut que la population aussi s'imprègne et s'approprie ce risque-là, qui de plus en plus, les années nous montrent, est un risque qui va s'installer au même titre que le risque sismique, au même titre que le risque cyclonique. Et d'ailleurs, Tami nous a montré que finalement le risque cyclonique était devenu secondaire. Parce qu'on a été confinés, il ne s'est rien passé, et c'est l'après Tami qui a été catastrophique avec les inondations. Il faut aussi que, dans ce cadre-là aussi, que la population fasse l'effort, même si je sais que parfois pour certains d'entre eux, c'est compliqué, de faire l'effort de s'assurer, parce qu'effectivement, les collectivités locales n'auront pas forcément les moyens d'accompagner les victimes à hauteur des dégâts et des dommages qu'ils pourraient subir. Et derrière tout ça, il faut que nous aussi, les politiques, en fonction des compétences qui sont les nôtres, en particulier les communautés d'agglomération, s'approprient réellement la compétence GEMAPI de manière à ce que, indépendamment de la procédure qui est longue et complexe, de diagnostic, ensuite d'élaborer des papiers qui sont des termes génériques que tout le monde ne peut pas comprendre, qu'on arrive, en tout cas c'est la décision que j'ai prise par rapport à Tami, sur chaque commune du territoire, d'identifier un risque majeur par rapport à la GEMAPI et de les traiter de manière immédiate en lançant des études et des travaux, en cherchant le financement. Et on l'a dit, le financement, ça ne peut pas être que la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, puisqu'elle n'en a pas les moyens. Il faudra faire jouer la solidarité nationale. Il va falloir faire jouer aussi la solidarité régionale et départementale, parce que ce n'est que comme ça qu'on y arrivera. O-News Radio sur outremernews.fr.